Frédéric Parra, vous êtes avocat d'affaires depuis 25 ans. Absolument. Vous connaissez bien le monde de l'investissement, le monde fiscal. C'est mon métier. Or, dans le contexte de la situation d'aujourd'hui dans laquelle se trouve le gouvernement, qui frise, qui tangente quasiment le chaos, vous êtes d'accord? Un peu. Et il y a des règles à suivre, toujours, dans le monde policé. Et quelles sont les grandes règles de l'investissement? Parce que il y a des grandes règles. Alors d'abord, je vais essayer merci pour votre invitation. On s'était vu il y a à peu près un mois. On avait déjà évoqué un certain nombre de problèmes spécifiques à la France, hein. Donc je vais essayer, non pas vous faire un cours de macroéconomie ou vous parler du budget en détail, c'est pas mon métier. Je vais essayer de vous expliquer un peu le ressenti du terrain, de l'expérience et de ce qu'attendent les investisseurs ou les personnes qui sont des professionnels et qui sont confrontés à des problématiques de réinvestissement. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait évoqué un grand problème. Le grand problème de la France, c'est que, qui n'est pas seulement spécifique à la France, mais que on a des politiques, si vous voulez, qui cherchent à se faire réélire, donc qui font des promesses sur un marché spécifique qui est le marché des hommes politiques, promesses qui sont financées par des augmentations d'impôts, et tout ça ne contribue pas au bien commun, mais contribue à leur réélection. C'est une thèse qui avait donné lieu à un prix Nobel en 86 pour James Buchanan. Donc c'est quelque chose de très important qui freine la dynamique des entreprises. Et donc on a des politiques qui, comme donc veulent se faire réélire, proposent des solutions un petit peu théoriques. Ils essaient de taxer l'épargne qui, comme vous le savez, en France est très importante puisqu'on a 15 000 milliards d'épargne, dont 5 000 milliards d'épargne financière, et qui, à chaque problème, vont vous inventer un impôt. Hein, comme on le voit depuis quelques jours, il y a un déficit, il y a un problème, donc on va augmenter un impôt. Alors, c'est assez grave parce que tout ça, au final, ne fait que perpétuer des rentes. Donc il y a un certain nombre de personnes qui, dans cette société, ont des rentes de situation. Et les politiques essaient de des dégages à ces rentiers. Je vais prendre peut-être deux exemples. L'autre jour, c'est assez concret, un monsieur qui est venu me voir et qui me dit, écoutez, mon père, ça fait 50 ans qu'il est dans un logement social et il est toujours propriétaire de rien. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai problème, c'est que la gauche, comme elle a une population captive, elle essaie de les garder dans la pauvreté, de les maintenir dans la pauvreté, donc ils sont logés dans des logements sociaux. On leur permet pas d'accéder à la propriété, mais on les loge dans les logements sociaux, ce qui fait qu'au final, ils n'ont rien. Ils passent leur vie à payer des loyers. Et la droite, souvent, elle préserve aussi les rentes des personnes qui sont plutôt privilégiées et qui ont un patrimoine. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez, par exemple, si vous êtes propriétaire de biens immobiliers ou si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez le placer en assurance vie, qui vous permet d'avoir une défiscalisation importante, ou vous avez la possibilité, après 22 ans de détention d'un immeuble, de ne pas payer d'impôts. Alors qu'à l'inverse, l'outsider, celui qui rentre sur le marché, qui veut acheter, le jeune qui veut acheter un bien immobilier, lui, il doit payer, avant même d'avoir mis les pieds dans son appartement, les frais de notaire, les droits de mutation, etc. Donc on voit bien qu'il y a une asymétrie dans le traitement fiscal des personnes qui ont un patrimoine ou selon qu'ils n'en ont pas. Donc, voilà, on a donc une situation assez complexe où finalement l'État ne se réforme pas, essaie de taxer une épargne qui est très abondante et au final préserve des rentes et il n'y a plus aucune dynamique. C'est ça le vrai problème. Après, je peux rentrer dans le détail pour vous expliquer pourquoi c'est une situation qui est inextricable. Oui, parce que peut-on encore, compte tenu de la situation que vous décrivez, entre la gauche et la droite, qui maintiennent finalement les plus pauvres et les autres les plus riches, est-ce qu'on peut encore donner des conseils à d'investissement? Alors, au préalable, question très intéressante. Comment on peut agir dans un système aussi verrouillé, réglementé, fiscalisé, bureaucratique qu'est devenu la France, malheureusement, pour les raisons que j'évoquais. Alors, comment peut-on faire? D'abord, il faut bien comprendre que le contexte dans lequel on est a changé. Je vais essayer d'expliquer clairement les choses. On était dans les années 45, 50, les 30 glorieuses, après, on est dans un contexte stable. C'est-à-dire qu'on savait trouver les solutions, les modèles qui marchaient, pouvaient continuer à marcher parce qu'ils avaient fait leurs preuves. C'était assez simple. On est passé dans les années 70 à un monde qui n'était plus, ou un contexte qui n'était plus stable, mais qui était compliqué. Compliqué, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de variables, mais on arrive à s'en sortir. C'est le monde des experts. Un moteur de Porsche, hein, vous ouvrez le moteur, bon,
C'est compliqué, mais on peut arriver à On peut réparer, oui. mais on n'est plus, on a quitté ce monde-là. On est dans un monde complexe. Il y a tellement de variables, voire chaotiques, hein, c'est la 4e étape. Un monde stable, compliqué, complexe. Mais qui a rendu ce monde chaotique? Ben, c'est les nouvelles technologies, c'est l'environnement, c'est l'internationalisation, la mondialisation. Donc le monde, il est plus stable ou compliqué, il est devenu complexe. C'est-à-dire que même les experts ne s'y retrouvent pas. Et tous les modèles qui fonctionnaient dans les écoles de commerce, on avait tout un tas de techniques, à Harvard, la planification stratégique, les modèles de Porter, de Michael Porter, tous ces modèles-là ne marchent plus. Or, le modèle français, il a été formaté pour un univers stable, voire compliqué, mais il marche plus là, il fonctionne plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on est donc un modèle économique, un modèle de développement, un modèle social qui n'est plus adapté au contexte qui est le nôtre, complexe, voire chaotique, c'est-à-dire qu'on n'y comprend plus rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe finalement? Vous avez des gens, des investisseurs, personnes physiques, qui ont, eux, une triple problématique. Donc ça, c'est mon métier, je le fais au quotidien. Que souhaite faire un investisseur? Il a 3 problèmes. Il faut qu'il développe un patrimoine, il faut qu'il le sécurise, et il faut qu'il le transmette. Si vous développez un patrimoine et vous le sécurisez pas, vous le perdez. Et si vous le développez, vous le sécurisez et vous le transmettez pas, il est perdu. Bon. Dans un monde stable, voire compliqué, on peut développer un patrimoine, on peut le sécuriser. Dans un monde complexe, c'est plus possible. Donc, le vrai problème de ce que je rencontre, moi, ou ce que les gens me disent, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont bloqués. Il y a une thématique importante que Bergson, le grand philosophe français, appelait l'élan vital. L'élan vital, c'est ce qui porte les individus à agir. Il y a une puissance d'agir d'ordre cosmique qui fait avancer tous les êtres vivants, les plantes, les arbres. Tout le monde a envie d'avancer. Bergson nous dit l'homme est homo faber. Il a envie de faire, il a envie d'agir. Il a une force en lui qui le pousse à agir. Spinoza parlait de l'homme est un être de désir. Eh bien, ça, c'est bloqué aujourd'hui. Et Alfred de Musset, au début du 19e, a théorisé cette conception du mal-être, le mal-être du siècle. Ce moment où il n'y avait plus d'espoir, où l'élan vital était brisé. Donc, et c'est un peu ce qu'on retrouve ici. Donc, tous les jeunes qui ont envie de faire des choses, ils sont aujourd'hui confrontés à un système qui, encore une fois, protège des rentes, qui est complètement verrouillé, qui est complètement bureaucratisé, réglementé, fiscalisé. L'élan vital est mort. Alors, c'est ça qui est grave. Parce que le modèle français n'est plus adapté au contexte actuel. Il était applicable dans un monde stable, il n'est plus applicable aujourd'hui. Alors, je vais juste conclure là-dessus, parce qu'il y a un grand, je vais citer les 3 grands économistes français. Vous vous rappelez Alfred Sauvy, Jean Fourastier, Fernand Braudel, les 3 grands qui nous ont dit il faut libérer l'initiative. La croissance vient des gains de productivité, de l'investissement, de l'innovation, de l'esprit d'entreprise. On a trahi ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus cet esprit. Tout est verrouillé, comme je l'ai dit. Et il y a un grand prix Nobel, je terminerai juste là-dessus, qui s'appelle Edmund Fels, prix Nobel d'économie encore. Il nous dit, le moteur de la croissance économique, du développement, c'est pas la dotation factorielle. C'est pas parce que vous avez des matières premières, il y a des pays qui ont des matières premières qui sont très pauvres. Il compare la Corée du Sud qui n'a pas de matières premières, qui n'a pas de richesse minière, avec d'autres pays dans d'autres situations en Afrique, plein de matières premières, et qui n'ont pas de croissance. Enfin, où le PIB par habitant est beaucoup plus bas. Et il dit, la clé de la croissance, il reprend ce que disaient nos grands économistes, il dit, c'est la vibrance. Il appelle ça la vibrance. C'est-à-dire, c'est l'esprit d'entreprise. C'est la libération de l'élan vital. Et donc, le cœur du problème, il est là. Il ne peut pas y avoir de croissance sans libération de cet élan vital. Et je vous donnerai un exemple que prend Fels, le prix Nobel, pour exprimer ça. Je peux peut-être juste le prendre avant de vous poser la question pour vraiment bien. Allez-y, allez-y. Edmund Fels, donc il dit, un jour il va aux États-Unis et il y a, je crois, 8 ou 9 000 soldats. Alors, il rencontre les soldats, pas d'éducation, boivent de l'alcool, ils jouent aux jeux vidéo, etc. Puis il est désarmé parce qu'il est toute sa jeunesse appauvrie qui va finir dans les bras de l'armée. Et il a cette belle phrase dans son livre La prospérité de masse, hein, 2006. Il a cette belle phrase. Il dit combien de Jeff Bezos parmi tous ces jeunes, si l'éducation avait fait son travail. Bezos, il faut rappeler qui c'est. Fondateur d'Amazon. Voilà. Alors, soyons concrets. Aujourd'hui, là, vous venez d'écrire, tracer un avenir quand même sombre, difficile. Et notamment en France, un jeune Français
qui a l'esprit d'entreprise, qui a une idée et qui se présente dans une banque, croyez-vous que le banquier l'aide? Aux États-Unis, oui. Très souvent, beaucoup plus facilement. L'esprit d'entreprise ici est bloqué de toute façon par rapport à celui qui peut aider à l'investissement. Un jeune qui a une très bonne idée. C'est très difficile de trouver, et c'est en cela que je voulais vous demander, il y a quand même, puisque vous êtes un homme concret, faut pas oublier Frédéric Paraf, c'est un avocat fiscaliste, un avocat qui conseille aussi les chefs d'entreprise. Donnez-nous au moins 5 à 6 conseils d'investissement. Je vais vous donner, non pas des conseils, mais des choses à éviter. Je vais vous donner un exemple. Alors, vous avez vu Bayrou, le gouvernement Bayrou, il rentre typiquement dans le schéma que j'ai détaillé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait tout un tas de réformes, des petites réformes. Hein. Il fallait modifier les jours de carence des fonctionnaires, dérembourser certains médicaments. Il y avait des économies qui étaient demandées aux collectivités locales, etc. Et tout ça a été balayé. Donc, il a même la réforme des retraites. Donc, en fait, toutes les petites réformes, les petits efforts qui étaient demandés ont été complètement annihilés. Et il remet en cause peut-être la réforme des retraites en disant on va créer une mission flash et on va créer un conclave pour y réfléchir. Le conclave, c'est le lieu où on élisait les papes à l'époque. Donc tout ça, on procrastine et on n'apporte pas de réponse. Donc c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et quand François Bayrou dit on rétablira les comptes publics, on arrivera à moins 3% de déficit, non pas tout de suite, mais en 2029, il rentre typiquement dans ce schéma où on réforme rien, on attend. Et on va augmenter les impôts, encore une fois. Donc c'est typique. C'est ce que vous appelez procrastiner. C'est-à-dire on parle, on échange, mais on fait rien. On n'avance pas. Shakespeare parlait de la procrastination dans Hamlet. Regardez ce qui est arrivé à Hamlet. Vous comprendrez ce qui arrive aux gens qui procrastinent trop. Alors, pour être concret, pour répondre à votre question, je vais vous donner un exemple qui moi, m'a fait de la peine. L'autre jour, j'étais dans une banque d'affaires. On signait un deal avec sur un montant important. On était plusieurs avocats, la banque d'affaires, puis on fait venir le plateau repas à midi. Donc on arrête, on commence à déjeuner, puis il y a quelqu'un qui nous apporte le plateau repas, les plateaux repas, et puis il enlève son casque et je parle avec lui, d'un jeune qui est de banlieue, et je lui dis vous faites quoi dans la vie? Et il me dit j'ai un master 2 en droit depuis 3 ans et j'ai pas de boulot. J'imagine la frustration. Il aurait dû être avec nous. Il était complètement frustré en fait. Et je le comprends, mais j'avais presque les larmes aux yeux. Parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que ce pays qui annihile cet élan vital? Ce type a envie d'avancer. Complètement bloqué, verrouillé, fiscal. Tout est fiscalisé, tout est bureaucratisé, tout est formalisé. Et donc, voilà, moi, c'est typiquement les choses qui me font de la peine. Alors, pour revenir à votre question, vous me dites dans quoi il faut investir dans un tel contexte. Au moins 5 à 6 conseils concrets. Voilà. Alors, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bon livre de management, c'est pas un livre qui vous donne des conseils, c'est un livre qui vous dit quelles sont les erreurs à ne pas commettre. C'est ça qui est important. Il faut éviter un certain nombre d'erreurs. Je crois que c'est Bill Gates qui disait je suis fier autant des décisions que j'ai prises que des erreurs que j'ai évitées. Alors? Et il disait aussi pour réussir, il faut renoncer à des milliers de choses. Donc en fait, il faut savoir dire non, comme dit Camus, un homme ça s'empêche. Et c'est dans la capacité qu'on a à éviter les erreurs, à dire non, que l'on peut réussir. Alors quelques conseils que je peux vous donner. Le premier conseil qui est fort pour moi, parce que j'ai énormément de gens, de cas, de gens qui se sont fait avoir en faisant confiance. Le premier conseil que je donnerais, moi, c'est d'éviter de donner son argent à des intermédiaires. C'est-à-dire d'apprendre à gérer soi-même son argent. N'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai vues venir dans mon bureau en disant j'ai fait confiance, j'ai investi dans du Pinel, j'ai investi dans tel ou tel dispositif et je me suis fait avoir. Donc il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que il y a un effort à travailler soi-même ces investissements. C'est-à-dire qu'il faut peut-être commencer par acheter un tout petit appartement, une studette, et puis apprendre à la gérer, puis après on passe à quelque chose de plus grand, puis un deuxième, un troisième, et on apprend à gérer soi-même. Il y a une belle phrase de Thucydide, le grand historien de la guerre du Péloponnèse. Il a, à la fin de sa vie, grec, à la fin de sa vie, il dit quelque chose de très intéressant. Il disait, j'ai appris une chose. Ma conclusion de vie, en quelque sorte. Il a cette belle phrase, il dit, se reposer
ou être libre, il faut choisir. Donc, si vous vous reposez en donnant votre argent à des intermédiaires, il y a de fortes chances que vous le perdiez. Donc ça, c'est un point important. Évitez de donner votre argent à des intermédiaires. Alors, on pourrait citer d'autres auteurs. Ronald Reagan, politicien, Ronald Reagan avait cette belle phrase. Il dit à un moment donné, méfiez-vous des gens qui vous veulent du bien. Il ajoutait, surtout quand ils ont une belle cravate. Donc, ça veut dire que il faut se méfier des gens qui vous disent, je vais gérer votre argent, j'ai des bons produits pour vous, des bons produits d'assurance vie, etc. Bon, ça, c'est Des conseils. des conseils généraux. Oui. Rentrons dans le concret. Alors, voilà. Donc ça, première chose à faire. Aujourd'hui, Mais avant de rentrer dans le concret, je pense qu'il faut encore une fois faire comment dire, le constat de ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? alors qu'est-ce qu'il faut pas faire aujourd'hui? Alors, je dis, hein, donc investir dans un pays où il y a de la vibrance, où il y a où l'élan vital n'est pas bridé. 2, gérer soi-même son argent. Quel pays? Bon, je vais pas faire. Je serais tenté de dire, je fais tout pour que ce soit la France. Je fais tout. Mais s'il y a encore de la vibrance en France? Non, il y en a. Enfin, comme je l'ai expliqué, le système est complètement cadenassé, inadapté. Je fais tout pour que ça change. C'est pour ça que je me permets de venir dans des interviews. Je fais le maximum pour que j'aime la France. Je voudrais que les gens restent en France. Donc mon objectif, c'est pas qu'ils partent ailleurs où il y a effectivement. En tout cas, qui mettent leur argent ailleurs. Mais ça suppose que les politiques fassent le boulot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment donné, il faut que j'ai appris ce matin que le futur Premier ministre ou chancelier allemand allait donner de l'argent aux jeunes enfants, à ces écoliers, 15 euros par mois pendant toute leur jeunesse, pour qu'ils investissent en bourse. Pour justement leur donner, vous n'avez pas vu cette mesure, hein, c'est intéressant, pour leur donner cette envie d'entreprendre, d'investir, etc. C'est ça, c'est vers ça. C'est-à-dire d'investir dans leur pays, l'Allemagne. Voilà. Et leur donner, leur faire comprendre que on peut investir dans des sociétés, et développer cette vibrance et libérer cette énergie qui est très très importante. Je pense que la France se trompe quand elle met tous ces jeunes dans les banlieues ou au fin fond de la campagne, mais qu'elle l'abandonne complètement, alors qu'il y a un potentiel considérable. Et oubliez pas, par exemple, que Joseph Stiglitz, autre prix Nobel, il a montré que dans toutes ces startups des nouvelles technologies, des sociétés du Nasdaq américaines, 50% de ces boîtes ont été créées par des enfants d'immigrés. C'est quand même extraordinaire. Les Google, donc il y a une énergie qui est aujourd'hui. Donc vous dites français, investissez en France. Alors oui, abattez-vous pour faire bouger ce système. Oui, mais enfin, je veux pas. tous les gouvernements qui se succèdent depuis un certain nombre d'années ne cessent de piquer l'argent, notamment dans toutes les villes. Regardez la fiscalité dans les villes. Ça devient énorme de plus en plus. Qui sont toujours dans le même modèle, qui n'est plus adapté, et que à chaque problématique, on invente un impôt. On est toujours dans le même modèle, c'est ce que je décrivais. Il faut vraiment faire partir de ce constat. Alors, j'ai pas trop envie de dire faut investir dans tel ou tel pays. J'ai envie de dire espérons que la France va s'adapter et qu'on va pouvoir continuer à investir. Après, encore une fois, je vous dis, premier conseil que je donne, effectivement, essayer d'investir dans des pays où il y a encore un état d'esprit favorable à l'entrepreneuriat, à ce qu'on appelle l'élan vital ou la vibrance, comme dit Fels, en espérant que ce soit la France. Alors évidemment, il y a d'autres pays plus dynamiques, mais mon objectif ici, c'est pas de faire la publicité de ces autres pays, c'est d'essayer de faire que la France, et je vous remercie de cette interview parce que vous y contribuez aussi, qu'on puisse bouger et libérer cette énergie qui est très très forte chez les jeunes. Enfin, je pourrais vous raconter plein d'anecdotes, mais je reçois des jeunes qui ont des projets, ont des envies, mais ils ne sont pas financés, comme vous le disiez tout à l'heure. Ils ne trouvent pas de financement. Mais est-ce que vous croyez, Frédéric Parra, est-ce que vous croyez que ce gouvernement, qui est dirigé par François Bayrou, va faire cet effort? Est-ce qu'il a cet état d'esprit-là? Aujourd'hui, alors aujourd'hui, ils procrastinent parce qu'ils essaient de se maintenir. Il n'y a pas de majorité, etc. Mais la responsabilité du président Macron est énorme. Quand vous avez des jeunes comme ça, diplômés, qui n'ont pas de boulot, alors certes, il a développé l'apprentissage, mais franchement, c'est désolant. C'est désolant de voir des jeunes qui sont diplômés, qui ont des bac+5, qui n'ont pas de boulot, ou des jeunes, moi je reçois des créateurs qui n'ont pas de financement, la banque dit non, là-bas. Mais c'est dramatique, en fait. Encore une fois, le Nasdaq, il est fait de cette richesse, cette dynamique. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de marché des capitaux en Europe, oui, mais la France a des déficits. Oui, mais le problème, c'est que la France, enfin, les politiques préservent des rentes
préserve les insiders, ceux qui sont dans le système, et ne favorise pas ceux qui sont à l'extérieur. Donc ça bloque. Et c'est pour ça que il faut se battre pour que la France évolue. Alors, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour réussir dans les affaires, je ne vais pas vous donner des conseils, je vais vous dire ce qu'il faut éviter de faire. Et comme je l'ai dit, les 2 premiers conseils que je donnais, c'est ne pas donner son argent à un intermédiaire, apprendre à le gérer soi-même. Le deuxième conseil que je donne, c'est ne pas faire confiance aux experts. Combien de gens j'ai vu, moi, faire faillite ou perdre de l'argent? Non, mais on m'avait dit que, etc. Reçu récemment un chef d'entreprise qui avait peut-être 70 ans, je crois, et qui me dit: «Ah ben, j'ai une très belle carrière, malheureusement, à la fin de ma carrière, j'ai investi 5 millions dans un projet, j'avais confiance, dans l'expert qui m'a conseillé le projet, il les a perdus. Et je finis ma carrière par un échec parce que j'ai fait confiance». Et oui, les experts se trompent beaucoup. Et comme on dit, les conseillers sont pas les payeurs. Et combien de fois je vois ce type de biais. Je vais vous donner un exemple, parce que j'essaie toujours d'avoir un peu des références théoriques. Pas faire une discussion de garçon de café. Ce qui m'intéresse, c'est quand les idées sont comment dirais-je, euh, approuvées par des études ou par des auteurs qui ont travaillé le sujet. L'auteur le plus connu sur ce sujet, c'est Philip Tetlock, grand auteur américain, grand scientifique américain. Alors lui, c'est très intéressant parce qu'il a, pendant 20 ans, interrogé tous les experts dans plein de domaines, dans le sport, dans la politique, qui va gagner la NBA, qui va être élu, qu'est-ce qui va se passer en termes de croissance, quel sera le prix du pétrole. Il interroge les plus grands experts. Et il pose les mêmes questions à des chauffeurs de taxi. Eh bien, sachez que les chauffeurs de taxi se trompent moins que les experts. En moyenne. C'est quand même extraordinaire. Donc, ça veut dire que voilà, méfiez-vous. Il faut prendre des taxis, alors. Voilà. Oui, parce que souvent les chauffeurs de taxi ont un bon sens parce qu'ils écoutent beaucoup de choses et ils savent beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que il faut écouter les experts dans le sens où c'est des avis. Hein, comme quand je suis dans une réunion, j'écoute les avis positifs, les avis négatifs. Et les bons chefs d'entreprise, c'est pas ceux qui demandent le consensus, c'est ceux qui demandent à chacun autour de la table de nous donner des avis négatifs, de donner les pièges. Voilà. Et donc, oui, on peut mais jamais prendre sa décision en suivant l'expert. Écoutez ce qu'il a à nous dire, mais être autonome par rapport aux experts. Oui, là, il y a 2 conseils importants qui sont comme je l'ai dit, ne pas donner son argent à des intermédiaires, jamais, ni le plan épargne retraite, hein, quand vous passez votre argent à des assureurs, ni des placements immobiliers, les plans, les Pinel et autres dispositifs. Non, non, ça c'est vous qui devez le gérer, votre argent vous-même, ce qui demande des efforts, et faire attention à ces fameux experts qui peuvent nous induire en erreur. Après, j'ai d'autres pièges à éviter. Voilà, mais vous êtes un expert. Oui, mais un expert qui dit ce qu'il ne faut pas faire, qui dit pas forcément dans quoi il faut investir.